Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, on est dans un nouvel épisode Rencontre avec et nous rencontrons Philippe de chez Hop France. Alors, Philippe, tu es le responsable microbrasserie chez Hop France, si j'ai bien pris mes informations. Et Hop France, donc, qui est une marque du comptoir agricole. Est-ce que dans un premier temps, tu peux déjà te présenter rapidement et nous présenter le comptoir agricole? Bonjour Alex, ravi de te rencontrer et de rencontrer tous les auditeurs du podcast. C'est très sympa d'inviter Hop France, qui est une marque du comptoir agricole. Comptoir agricole, c'est une coopérative alsacienne. Et dans les activités et les cultures qu'il y a en Alsace, il y a le houblon. Du coup, on a créé une marque Hop France pour qu'on soit identifié en tant que entreprise, en tant que vendeur de houblon, pour faire assez simple. D'accord. Oui. Et effectivement, oui. Le comptoir agricole, en fait, c'est très très large en termes d'activité. C'est pour ça qu'il fallait peut-être spécifier Hop France, pour mettre en valeur la filière houblon. C'est vrai qu'il y a des milliers d'adhérents, agriculteurs, qui vont faire plusieurs cultures. Et dans ces milliers d'adhérents, ceux qui vont faire du blé, du maïs, du bétail, de la viticulture aussi, il y a 38 familles de producteurs de houblon. D'accord. Qui vont cultiver sur 470 hectares, 12 variétés de houblon à ce jour. D'accord. Dont 6 variétés qui sont propres au programme de recherche dont je pense que tu ne manqueras pas de me poser des questions. Tout à fait. Et donc moi je suis Philippe et je suis chargé de la microbrasserie. C'est un poste qui a été créé il y a une dizaine d'années avec l'engouement en France pour la bière. Et l'idée était déjà à l'époque d'ouvrir un site internet. On est, je pense, le premier site historique de vente aux professionnels de la brasserie directement pour proposer des houblons. Comptoir-houblon.fr. C'était mon instant promo. Et c'est offert par Hop France. Et l'idée était également de professionnaliser le discours de la coopérative. Et plus qu'un discours, c'était d'apporter du conseil aux brasseuses et brasseurs qui émergeaient pour leur conseiller nos houblons. D'accord. Donc le comptoir agricole a créé Hop France en 2017, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Quelle est donc, là tu nous as donné quelques premières pistes, la mission de Hop France de manière générale? Il y a une promotion de la culture de houblon français, c'est la mise en avant du savoir-faire. On a identifié deux missions principales de cette marque Hop France. La toute première est de remplir une mission amont, c'est-à-dire sur tout ce qui est production de houblon, d'apporter en tant que service le savoir-faire alsacien sur la production du houblon. Donc des conseils à comment planter le houblon, l'ouverture de certaines variétés qui ont été développées, également l'apport d'analyse ou de consommables. Voilà, c'est des choses qu'on a développées auprès des producteurs de houblon en dehors des 38 coopérateurs de Hop France. Le deuxième point est de rendre visible le houblon français, notamment à l'international, avec une marque compréhensible. Hop qui veut dire houblon en anglais, oui. Spoiler, et Hop France pour dire les houblons qui viennent de France. Très bien, facile. Tu l'as vaguement évoqué, mais historiquement en France, on avait quand même une production assez importante de houblon, notamment dans le nord de la France et en Alsace. C'est un savoir-faire qui a pas mal décliné avec le temps, jusqu'à devenir presque nul, on va dire, en termes de production par rapport à ce qui se fait, notamment chez nos voisins allemands. Est-ce que tu peux nous en dire un plus sur un peu l'état du marché du houblon en France actuellement et du rôle qu'a le comptoir agricole justement dans la préservation notamment du savoir-faire, mais aussi des variétés françaises? C'est une culture qui a vraiment pris son essor en Alsace à la fin du 19e siècle. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique
avec les guerres mondiales, etc. On a eu jusqu'à 4000 hectares en France de houblon. Et puis c'est assez vite retombé après la Deuxième Guerre mondiale. Et on a stabilisé entre 500 et 1000 hectares de houblon sur le territoire français, sur l'ensemble des cultures. Qui dit brasserie dit houblon en face. Et aujourd'hui, je vous parlais des 470 hectares qu'il y a en Alsace plantés, à quelques hectares près, à mettre à jour avec ma récolte 2023. Et on va également compter une autre région historique, qui sont les Flandres. En face de l'ensemble de ces microbrasseries qui se sont montées en France, il va y avoir des agriculteurs, des nouveaux agriculteurs qui vont planter du houblon et sur des surfaces qu'on connaissait au début au début en Alsace, entre 0,5 et 4 hectares. Okay. Et ça à travers toute la France. Donc il y a vraiment, je pense, plus un seul département où il n'y a pas un planteur de houblon qui propose une production de houblon local à la brasserie d'en face. Et c'est ainsi qu'on arrive, après une période tumultueuse à la fin des années 2000, où le marché du houblon était très compliqué. C'est-à-dire qu'on n'utilisait pas beaucoup de houblon et il n'était pas payé cher. Avec cet engouement de microbrasserie, on arrive aujourd'hui à un peu plus de 600 hectares sur l'ensemble de la France. Ok. Ça représente quoi, 600 hectares en termes de kilos de houblon après en pellet ou je sais pas sous quelle forme? Quel est à peu près le rendement, on va dire, d'un hectare de houblon? Pardon. Un hectare de houblon, la moyenne mondiale j'ai, je crois, 1760 kg à l'hectare. D'accord. Ou 1780. En agriculture conventionnelle, on a une particularité en France, c'est qu'on approche les 200 hectares de production de houblon issu de l'agriculture biologique. D'accord. Et à cela, on va avoir donc un développement de plus d'une centaine d'hectares sur des exploitations qui sont nouvelles et donc qui sont très diverses en termes de rendement. Donc je peux avoir 300-400 kg hectares jusqu'à 2 tonnes de rendement sur des nouvelles exploitations, et notamment issues de l'agriculture biologique. Donc on peut partir du principe qu'on produit à peu près 800 tonnes de houblon, voire 900, les très belles années, je pense à 2021, de houblon en France. Ok. Dans les années on va dire 60, on a vu apparaître pas mal de variétés aromatiques plus modernes aux États-Unis. C'est un développement qui a encore explosé ces dernières décennies avec tout l'engouement autour de la microbrasserie et des nouveaux genres comme les IPA et les New England IPA. Comment Hop France et le comptoir agricole ont pu agir pour rester à niveau face à ces nouvelles variétés américaines? Tu le dis justement, Alex, il faut rester à niveau. Et en France, on va faire 1% de la production mondiale de houblon. Donc j'appelais ça folklorique à l'époque. Et on va être face à des pays qui se sont structurés autour de la bière et autour de la production de houblon depuis des décennies. Tu cites les années 60 pour les États-Unis. Je pense que c'est à peu près le même ordre d'idées sur la recherche variétale qu'il y a en Allemagne. Et on a ainsi les deux pays leaders sur la production de houblon dans le monde. Et donc qui partent avec 60 ans de recherche aujourd'hui. Nous avons eu la chance en Alsace, la précédente coopérative, Copoudal, coopérative des houblonniers d'Alsace, qui a vécu ses derniers instants en 2010 avec la crise du houblon. On a eu la chance d'avoir un partenaire, c'est-à-dire une brasserie, qui utilisait nos houblons et qui nous a permis de développer, c'est souvent le cas dans des productions comme exotiques, je dirais. Il n'y a pas de bière sans houblon et il n'y a pas de houblon sans bière. Et ce partenaire a permis de développer qualitativement le houblon qui était planté chez nous.
Et dans cette partie qualité, il y a la recherche variétale. Et à partir des années 2000, donc ça fait 23 ans qu'on fait de la recherche variétale en Alsace, on est allé chercher un houblon avec un peu plus d'alpha que notre variété phare Strieselspalt. Pour notamment, vous n'êtes pas sans savoir qu'on s'en sert pour donner de l'amertume à la bière. Et là, l'idée, c'était d'utiliser une seule variété pour faire le même type de lager. Et donc servir de houblon et aromatique et amérisant. Ok. Ça a été la chance pour Coppoodle et puis après Comptoir Agricole d'avoir développé un savoir-faire autour de la recherche variétale. La recherche variétale, c'est des croisements, une multitude de croisements chaque année entre une variété résistante et une variété pour laquelle on va chercher de l'intérêt. Ça peut être des arômes, ça peut être des alphas, ça peut être la taille qu'a ce houblon. Au lieu de faire 9 mètres de haut, il va en faire 3. 3 mètres, c'est un peu plus facile à observer de notre taille d'homme et à récolter du coup. Voilà, il y a des axes de recherche qui sont partis là-dessus. Et donc, durant 10-15 ans, on a cherché à suivre le marché du houblon, à voir ce qui se passait un peu à l'étranger, de se dire il nous faut des houblons aux arômes différents des variétés traditionnelles, continentales. Oui. Et c'est ainsi que sont nées les 5 voire 6 maintenant autres variétés qu'on connaît en France. Oui, justement, tu me fais une transition parfaite, puisque j'allais dire que, en effet, le comptoir agricole a développé ces nouvelles variétés. Donc moi, j'en ai noté 5, puisque j'ai le Barbe Rouge, Triskel, Aramis, Elixir et Mistral. Tu nous as dit presque 6. C'est... Presque 6, on a une variété qui s'appelle aujourd'hui encore P14-8. D'accord. Et qui est déjà utilisée depuis quelques années par un partenaire local dans son IPA. Ok. Et c'est un houblon qui va plus être si secret que ça et qu'on va pouvoir commercialiser là en fonction déjà des rendements de cette année. D'accord, sur la récolte 2023, c'est ça, il y a une... Il y aura peut-être des volumes suffisants pour pouvoir un peu ouvrir. Où ça sera récolte 2024. On va ouvrir doucement à d'autres variétés parce que le rythme était à notre échelle assez effréné sur les 5 autres variétés que tu as citées en 13 ans. Sachant qu'Aramis est une variété qui a été commencé à commercialiser en 2010 ou 2011 et Triskel en 2013. Et tous les 2 ans, on a sorti une variété. Et il faut pouvoir trouver à la fois la place en brasserie, convaincre les brasseurs de l'intérêt de cette variété dans leur production, mais également arriver à cultiver cette variété et à remplacer les autres, ce qui n'est pas toujours aussi facile. Du coup, tu nous as un peu parlé de cette nouvelle variété expérimentale, mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail ce qui implique la création justement d'une nouvelle variété? Quelles sont les étapes par lesquelles on passe? Tout à l'heure, tu évoquais de nombreuses recherches chaque année, de nombreux, on va dire, tests chaque année pour développer des nouvelles recettes, des nouvelles variétés. Comment ça se passe en fait, ce développement de nouvelles variétés? Ça commence quelque part? Alors, c'est toute la... J'ai 2 collègues qui sont 2 techniciennes qui sont aussi et surtout sur les croisements de ces nouvelles variétés. D'accord. Et c'est vraiment du management de projet parce qu'elles ne sont pas toutes les 2 seules à avoir les compétences nécessaires à trouver des nouvelles variétés. Dans les grandes lignes, donc on va croiser une variété robuste naturellement. Et on va creuser une autre variété avec ce que l'on cherche. D'accord, ouais. Par exemple, Mistral a été développé en croisant Strieselspalt et Cascade. D'accord. Il y a des tas de plants de cascade différents. On a sélectionné un cascade aromatique. Et on a fait beaucoup de croisements. Parce que on va faire à peu près 3000 pieds individuels au départ. Tous différents du coup? Tous différents.
D'accord. à partir de 1 ou 2 croisements. D'accord, ouais. Et qui va avoir une génétique qui lui est propre. Ok. Sur ces 3000, on va écarter la moitié parce que on va uniquement garder en production les plants femelles qui vont pouvoir donner des cônes de houblon. Pardon. Et du coup, et on va écarter les plants mâles. Une fois qu'on a ces croisements, on va les observer pendant 3, 4 ou 5 ans pour voir s'ils survivent. D'accord, oui. Et c'est la résistance naturelle qui fait que la variété a une chance de finir en brasserie ou pas. Ok. L'idée étant de rester avec une variété robuste qui sache vivre dans un environnement qui lui est dédié, dans un temps qui lui est dédié. C'est pour ça que les variétés qui sont du début du siècle ne sont peut-être plus les variétés que nous avons aujourd'hui. D'accord. Donc tu disais, il y a des... J'imagine que quand on commence le développement d'une nouvelle variété de houblon, on s'oriente vers des critères qu'on souhaite. Il faut que le houblon soit robuste, on veut qu'il soit plutôt à dominante aromatique, et ainsi de suite. Par contre, est-ce qu'on se lance dans ce projet en se disant je veux un houblon avec telle caractéristique assez précise jusqu'à ce qu'on l'atteigne, ou on a des grandes lignes en tête et on affine au fur et à mesure de la progression jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous plaît, qui semble intéressant en complément des houblons que tu as déjà dans ton catalogue ou par rapport à ce qui se fait déjà chez d'autres houblonniers, notamment aux États-Unis, en Allemagne? Alors effectivement, on partage sur le cahier de charge de la recherche variétale, on partage, quand je dis partager, c'est ce cahier de charge, il va être commun à toutes les régions de production qui font de la recherche. On va en 3 ou 4 points définir les axes principaux et on va partager les 2 premiers points avec tout le monde, c'est la résistance au mildiou, la résistance à l'oïdium, généralement. Parce que en production, c'est les deux plus grands ennemis du houblon à l'état naturel. Et ensuite, sur les points 3 et ou 4, on va rechercher, pour ce qui a été pour nous sur les 15 dernières années, on va rechercher une variété vraiment aromatique. Et rien n'arrive par hasard là-dessus, parce que les croisements que l'on fait au départ sont sur... on va s'inspirer de houblons qui nous plaisent et on va les croiser. Il faut que cette variété qui nous plaît déjà se plaise elle-même quand même sur le sol, sinon il y a très peu de chances que dans le croisement, la plante puisse survivre. Donc on sélectionne effectivement des variétés pour leurs propriétés au départ. Les choses sont plutôt claires, mais il n'est pas aussi facile de se dire je vais croiser Barbe Rouge et Mistral, et puis je vais avoir un super houblon qui va être pétant sur les fruits rouges et sur les fruits tropicaux. Au contraire, ça ne marche pas toujours comme ça, et on a besoin parfois de houblon d'appui. Très bien. Pour donner un ordre d'idée, sur une variété comme le Mistral, il y a eu combien d'années de recherche, de tests et de développement avant d'arriver à la version, on va dire, finale commercialisable? J'ai dans l'idée qu'il est très difficile de sortir une nouvelle variété en 2 ans, parce que il faut déjà avoir observé pendant quelques années la viabilité de la variété en plan individuel ou sur quelques multiplications. Ensuite, il faut la multiplier. C'est un travail... je n'ai peut-être pas assez parlé de pépiniériste, mais on revient, si tu veux, après sur les fonctions. Mistral, je pense que c'est on bénéficie d'un travail, d'un socle solide d'une bonne dizaine d'années de recherche. Et on va, à partir de cette dizaine d'années de recherche, on va refaire des croisements et devoir agir avec le marché. C'est-à-dire qu'il y avait une forte pression quand Mistral est sorti en 2016, une forte pression pour avoir sans cesse des nouveautés. Alors le monde d'aujourd'hui demande toujours de la nouveauté, ça n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y a beaucoup de variétés différentes sur le marché, plus de 300 aujourd'hui. Et donc on a un peu
pris des risques pour multiplier cette variété et la proposer aux brasseries. Donc il y a quand même 10-15 ans de socle et puis encore quelques années pour spécialiser la variété. Donc c'est 15 ans de recherche typiquement sur Mistral, c'est vraiment ça. 15 ans de recherche qui te permettent de sortir on va dire un produit fini, commercialisable. Oui. Comme tu le dis, ça s'est fait sur beaucoup de travail, beaucoup de développement, de multiplication de plants pour pouvoir être viable et commercialisable. Donc du coup, il faut quand même derrière qu'il y ait aussi une réponse du marché. Tout à fait. Chose intéressante, le Elixir, qui est la variété qu'on a commercialisée à partir de 2019, à plus grande échelle, est issu des mêmes croisements que Mistral. D'accord. Mais on n'arrivait pas à positionner Elixir, qui a fait un carton, qui dépasse en nombre d'hectares le Mistral. On n'arrivait pas à le positionner auprès des brasseries. Il ne trouvait pas sa place et il a pris un peu de temps à trouver la place. Et pourtant, en agronomie, on était fortement convaincus par cette variété. Ouais. Quand on a une variété comme celle-ci, une nouvelle variété qui arrive donc à maturité et qui est commercialisable, comment on peut s'assurer que la production de ce houblon soit stable aussi bien dans le temps que, on va dire, dans les différentes houblonnières qui vont le cultiver, que ce soit aussi bien sur sa qualité que sur ses propriétés aromatiques, sur ses alphas? Alors je vais devoir retracer rapidement, même si je l'ai déjà abordé, la recherche variétale, pour comprendre le nombre d'années qui passent. Et pour comment on arrive à s'assurer que c'est viable et pourquoi je dis que certains risques ont été pris avec certaines variétés pour rester dans le coup. J'ai mes 3000 croisements, j'en garde 1500, je plante 1500, j'observe 3-4 ans, je sélectionne les plus robustes. Quand je dis sélectionner, je vais en garder, je pense, une bonne vingtaine. D'accord. Plus ou moins. Ça dépend des résultats qu'on obtient. Et ça, chaque année, donc c'est mobilisateur de surface pour lesquels on n'a pas de revenus directs. Et je vais du coup sélectionner ces variétés et faire une multiplication pour avoir à peu près 40 plants. D'accord. Et de ces 40 plants, je vais de nouveau les observer plusieurs années. Je vais commencer à regarder les alphas et puis les plus... on va dire les alphas et puis à commencer à regarder les arômes. Et on observe des évolutions de ces arômes. Donc on a une génétique nouvelle qui tend à évoluer dans le temps. Une fois qu'on a un peu validé tous ensemble ces 40 plants, je vais avoir 40 plants, je vais faire quelques kilos avec pas grand chose. Donc à tester en brasserie, c'est un peu compliqué. Et ben je vais quand même me baser sur la robustesse de la variété et le pourcentage d'acide alpha. Et dans un dernier temps, les arômes. Et pourquoi les arômes? Parce que après, je vais prendre 1, 2, 3 ou 4 variétés et je vais les planter sur un demi-hectare, voire 1 hectare. Ce qu'on appelle les tests micro-planteurs. En micro-parcelles, pardon. Et c'est le test planteur et c'est la mise en condition réelle dans diverses exploitations de cette variété, une ou plusieurs exploitations, pour voir la réaction face à... Quand je dis conditions réelles, c'est qu'on va avoir la même génétique multipliée en grand nombre et donc qui va être soumis et qui va soumis à des pressions de maladies, de ravageurs, et qui vont venir se nourrir de cette plante. Et il y a cet écosystème qui va... on va observer si la variété tient ses promesses en termes de robustesse. Et de même, on va profiter de ce volume produit. C'est à peu près une dizaine d'hectares qui sont mobilisés en Alsace là-dessus, pour proposer ce houblon, surtout en pellet, auprès des brasseries pour voir si ça leur plaît. On a ainsi, en 2018, fait tester GR50, P19, GJ2 et je pense GS10 du coup à plusieurs brasseries, plusieurs amateurs. Et le plus difficile dans ce cas-là, c'est de arriver avec
combien ton houblon fait d'alpha, quels arômes il a, et de récupérer ensuite tous les tests et ce qui a plu et ce qui n'a pas plu. Et ça, c'est un travail un titanesque. Et à la coopérative, nous sommes 8 en tout et pour tout, non pas pour vendre, mais pour assurer le développement des nouvelles variétés, la commercialisation et la logistique qui s'ensuit. Et la transformation, etc. etc. Donc c'est une grosse mission et néanmoins passionnante, parce qu'on s'ennuie jamais du coup. Juste. Ouais. Et donc du coup, de ce test qu'il y a en micro-parcelles, d'année en année, on arrive à savoir si les arômes se tiennent, si les rendements se tiennent, si les alphas se tiennent, et d'un autre côté, si le secteur brassicole est intéressé par la variété. D'accord. Et là, tu as évoqué un point qui est intéressant, c'est en effet, il y a une transformation dans le houblon à faire entre la récolte que tu vas faire. Alors c'est quoi, en fonction des variétés? J'imagine que c'est aux alentours d'août-septembre la récolte. Oui, c'est fin août, c'est jusqu'à mi-septembre. Ouais, ok, d'accord. On dépasse un peu la mi-septembre. Ouais. Ça va changer, enfin, ça change de région. Les régions plus au sud en France récoltent à la mi-août. Ouais. Et puis après, ça dépend évidemment de la précocité ou de la plante ou pas. D'accord. Et entre justement la récolte et la commercialisation d'une nouvelle récolte, donc souvent en forme de pellet pour les brasseries, quelles sont les différentes étapes? Alors, c'est assez marrant, on suit également la récolte d'orge qui doit connaître une dormance. Pour le houblon, c'est plus une transformation. D'accord. Transformation, c'est-à-dire je vais prendre mon cône et soit je vais le reconditionner en conditionnement en paquets qui sont de la taille de ce que demandent les brasseries. Ou alors je vais le transformer. C'est souvent sous forme de pellet. D'accord. Donc je prends mon cône, je le broie avec un broyeur particulier à marteau, de façon pas de soigner le plus possible la lupuline, autant que possible. Ça réduit donc le cône en poussière, il y a de la lupuline et de la matière végétale. Et je vais après le pousser à travers une trémie pour en faire des pellets. D'accord. Et donc je vais nettoyer, on va dire, le cône, le décompacter, le nettoyer. Et je vais mettre 1 kg de cône et j'obtiens 900 grammes de pellet. D'accord, ouais. Ce qu'on appelle le pellet T90. Type 90. Ouais. Et à ce moment-là, ce pellet, il va être rapidement refroidi. On va passer de 55 degrés lors de la mise en pellet et on va le refroidir le plus vite possible et le conditionner sous atmosphère inerte. Ça se fait beaucoup en Europe. Et dans des sachets alu. Et donc, il faut comprendre que je vais avoir plusieurs variétés. En Alsace, on va rentrer 200 à 400 lots chaque année. D'accord. Sur ces 12 variétés. Nous avons depuis, ça va être la 3e récolte, une unité de pelletisation à Brumat, à 20 minutes au nord de Strasbourg, qui pelletise les 70 hectares de houblon issus de l'agriculture biologique de la coopérative, des 4-5 exploitations agricoles houblonnières d'Alsace. Et je vais pouvoir pellétiser 300-400 kWh, donc 1 à 2 tonnes par jour. Ok. Donc ça fait un peu jouer par rapport à d'autres unités qu'on peut croiser en Allemagne ou aux US. Mais c'est à notre échelle aussi. De là, je vais devoir jouer entre les teneurs en alpha, les teneurs en arôme et surtout comment mes clients sont pressés d'avoir telle ou telle variété. Et là-dessus, je vais donc finir de récolter quand je suis houblonnier, on va dire autour du 20 septembre en Alsace, autour du 20 septembre, et je vais apporter à ma coopérative jusqu'au 15 octobre. Cette année, mes collègues ont fait un très bon boulot, très grosse journée. On a fini, je crois, vendredi. Donc on est plutôt autour du 7. On a une semaine d'avance. On a commencé une semaine plus tard, on finit une semaine plus tôt.
Je n'ai pas encore les volumes. Et de là, on va conditionner en cône et pellétiser. Ok. Et donc, il y a déjà un mois le temps de tout réceptionner, de tout noter, de noter chacune des balles, noter chacun des poids des balles, la qualité de chacun des lots, et après de les envoyer dans les bons canaux pour bien transformer telle variété, tel lot, et les affecter en fait. Ok. Et selon la disponibilité de l'usine de transformation et ce qui est prévu dans les contrats avec les brasseries pour leur livrer, on a des disponibilités entre novembre et jusqu'à, je crois, avril. Ok. Je passe un peu du coq à l'âne, mais je reviens sur le marché du houblon aux USA. Parce que là-bas, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles variétés modernes qui sont développées. Il y a constamment des nouveaux expérimentaux qui sont commercialisés. On voit des nouvelles variétés arriver tous les ans, voire même plusieurs variétés par an. Et je sais que là-bas, ils brevettent leurs nouvelles variétés qui empêchent quiconque de les cultiver. Ça reste très contrôlé. Est-ce qu'on a un système similaire en France ? Est-ce que la loi française permet de breveter un houblon ou est-ce qu'on doit agir différemment ? Je sais pas. Il y a la loi française et puis il y a la loi européenne, de l'Union européenne. Le houblon, depuis très longtemps, répond à une demande de certification de houblon qui n'a rien à voir avec la certification biologique. Qui, lorsque je suis producteur et que je veux vendre à un tiers ma production, je dois respecter un certain nombre de critères dans un cahier de charge. Ça, c'est la première loi à laquelle ça répond. Et concernant... Désolé des digressions. Concernant la gestion du brevet sur le végétal qui a lieu aux US, dans l'Union européenne, on a la protection de la propriété intellectuelle. D'accord. Donc il n'y a pas de brevet sur le vivant, ce qui permet d'éviter... Pourquoi il n'y a pas de brevet sur le vivant ? Tout simplement parce que les consommateurs, l'opinion publique, n'est pas très à l'aise dans l'Union européenne avec le fait de breveter des êtres vivants, de s'arroger le droit de vie ou de mort sur les êtres vivants. Donc on va plutôt protéger le savoir-faire et le savoir, lié, même plutôt le savoir-faire de développer de nouvelles choses. Et on a... C'est un peu de la sémantique. On a donc une protection sur la propriété intellectuelle et donc la génétique associée à telle ou telle variété. Cette propriété intellectuelle dans le houblon est protégée par les lois européennes et toute nouvelle variété fait l'objet d'une demande au préalable auprès de l'université de Ulm en Allemagne. J'espère ne pas vous dire de bêtises. J'ai Ulm et Ulm qui me viennent en tête, donc j'hésite un peu. Et c'est un institut qui va répertorier chacune des variétés et identifier chacune des variétés. D'accord. Qui sont produites dans des nouvelles variétés qui vont être protégées pour un certain nombre de décennies. D'accord. Ce qui veut dire que donc ça, c'est quelque chose qui agit à l'échelle européenne, mais du coup, est-ce que ça implique que cette propriété intellectuelle est aussi protégée dans d'autres pays hors dehors de l'Union européenne ? Ou est-ce qu'il faut agir différemment justement pour... Eh ben Alex, c'est un peu comme pour le reste du business dans le monde, c'est une loi en Europe est protégée par une loi aux US, parce qu'on a des accords de loi. D'accord. Après, il y a certainement des pays où je vais pouvoir planter Aramis sans problème. D'accord, ouais. On pourrait avoir du coup une sorte de contrefaçon d'Aramis. On pourrait. Après, la question que ça va soulever, et qui est, tout comme les cépages de vin, on connaît la même chose pour le houblon. Oui. L'idée qu'une variété et son lieu de production suffisent à elle-même à une sorte d'IGP.
AOP en tout cas, d'appellation d'origine protégée, ou en tout cas que la variété qui est produite à un endroit soit tellement typique qu'il n'y a d'intérêt que de la produire à cet endroit. Là, on fait peut-être un peu écho à un podcast que j'avais déjà fait il y a quelques années maintenant sur l'intérêt du terroir dans la bière, et en effet, donc du coup, un Aramis pure souche, on va dire français, et une copie d'Aramis cultivée dans un pays qui pourrait se le permettre, n'aurait pas du tout les mêmes caractéristiques dues au climat, au sol. Absolument. On appelle le terroir. Il y a une récente un peu. On dit que c'est du marketing depuis peu. Mais ça a le bénéfice de savoir de quoi en un mot de quoi il s'agit. On a l'avantage dans le programme de recherche, avec nos échanges avec le reste du monde, d'être connus à Comptoir Agricole pour être des gens sérieux et dans la tenue des contrats, et de par notre travail pour une petite région de production sur la recherche variétale. Et donc à ce titre, on a eu accès à des variétés protégées et dont on n'a pas le droit de commercialiser quoi que ce soit. Oui. Et on observe que ces variétés ne rendent pas pareil chez nous que sur leur lieu de production. D'accord. Et fut un temps où, lors de grandes difficultés à la fin des années 2000, on a diversifié plusieurs des variétés. On n'avait pas encore les variétés Aramis, Barbe Rouge, Elixir, Mistral et Triskel. Je les cite toutes comme ça, il n'y a pas de jaloux, tu m'en veux pas. Pas de problème. Il fut un temps où on a planté d'autres variétés. On a encore Fuggle et Golding, Brewer's Gold, Nugget et Columbus. Et on a planté du Chinook. Et alors j'étais pas encore à la coopérative vu que j'y suis rentré en 2016, mais c'est tout comme cascade. C'est des variétés donc qui sont ouvertes. J'ai le droit de les planter si je trouve une pépinière qui est capable de les multiplier de façon saine, avec un passeport sanitaire, c'est ultra important. Les brasseries, quand ils essayent le Chinook, me disent non mais ton houblon c'est pas ce qui est marqué sur l'étiquette, c'est pas du Chinook que tu m'as vendu. Et c'est comme ça qu'on fait une grande différence entre un Chinook US et un Chinook alsacien. Et on va avoir la même chose en finale. Il y a même le SADS qui est la variété reine de la République tchèque, près de 4000 hectares plantés là-bas. Ils vont l'implanter aux US parce que évidemment les coûts de transport ça a toujours été une partie du nerf de la guerre. Un houblon dédié à la fermentation basse lager, et ils vont planter le Saz et ils vont devoir le renommer Saz US tellement il avait perdu certaines de ses qualités intrinsèques. Je crois notamment à Farnasen qui a disparu et qui est pourtant la signature de Saz. Du coup, est-ce que justement, là tu dis ils vont être obligés de le renommer Saz US. Est-ce que ça pourrait même pas donner du coup naissance à une nouvelle variété? C'est tellement différent dans le rendu ou ce qui fait la variété, c'est plus la génétique plus que le rendu, non Il n'est pas impossible que des variétés européennes traditionnelles soient plantées dans des latitudes plus exotiques et le houblon soit tout simplement renommé sans avoir eu à faire de recherche. Ok. Ce qui est vrai dans un sens, c'est-à-dire qu'une variété ne donne pas, peut-être que dans l'autre sens, peut-être qu'une variété qui est continentale européenne, qui est plus sur la finesse de l'élégance, qui n'est pas là pour prédominer, peut-être que si on va dans l'exotisme, dans des latitudes plus exotiques, on a un houblon qui explose. Malheureusement, j'ai pas d'informations plus précises là-dessus. Ouais, ok. Je reviens un peu du coup sur ces variétés, sur le houblon américain, puisque quand on regarde le marché US, notamment avec Yakima Chief qui fait quand même une énorme partie de la distribution des houblons US, notamment en France, peut-être eux qui sont les plus visibles, on voit apparaître énormément de variétés expérimentales. Des variétés expérimentales d'ailleurs qu'ils mettent en avant, alors j'imagine une fois arrivé à un certain stade de maturité,
et on voit apparaître un peu partout des HBC quelque chose, des HBC machin, et des variétés dont on ne se souvient plus tellement elles ressemblent plus à des codes d'avions furtifs qu'à des noms de houblons. Et en fait, ils balancent peut-être ça auprès des brasseries pour tester l'intérêt du public sur des nouvelles variétés, chez les beer geeks, entre autres, qui sont très friands de nouveautés. Est-ce que Hop France a un programme assez similaire pour tester des variétés expérimentales, pour avoir des retours de brasseries, de consommateurs? Pour ce qui est d'Yakima Chief, je pense qu'il faut vraiment leur poser la question sur ce qu'est le programme de la Hop Breeding Company. Oui. Qui est hérité d'un système avant l'explosion, toujours à la fin des années 2000, de Hop Union, qui était une union mondiale de négociants. Et effectivement, chez Comptoir, on a ces variétés dont je te parlais en micro-parcelles, et on eut connu sur le marché du P19, du P10-11, du P12-9, du P13-21, du GS-26, du GS-10, du P10. Donc des variétés d'avions de chasse, même si on met un P plutôt qu'un F. Alors c'est moins... peut-être moins accessible que ce que fait que ce qu'on fait aux US. Pourquoi ? Parce que c'est en quantité plus modeste. C'est un profil de houblon qui n'est pas dédié à la craft nécessairement. On est sur des houblons qui restent européens continentaux à ce jour. Et donc à tester pour faire un jus passion agrumes explosif. C'est assez difficile en Europe d'arriver à vendre ça aux brasseries. Ouais. Et après derrière il faut également le volume pour à la fois pour pellétiser, ça c'est moins un problème vu qu'on a entre 500 kg et 2 tonnes de production sur des petites surfaces. C'est plus une fois que je l'ai transformé, donc j'ai un houblon qui est pas connu et qui doit avoir le mérite d'être connu, et je vais le faire tester, mais j'ai besoin d'une quantité minimale pour la passer en pellet, parce que le pellet auprès de la craft, c'est en dehors d'autres produits issus du houblon, c'est le pellet roi. Donc qu'est-ce que je vais faire de cette demi-tonne ou de cette tonne que j'ai transformée? Et on a eu j'ai le cas, hein, j'ai un houblon qu'on a maintenant enlevé parce qu'il n'était pas assez différent des autres que nous proposons actuellement. Je pense à P19, qui n'avait pas trouvé sa place en brasserie. On avait d'autres houblons commerciaux en concurrence directe avec lui. Et quand j'en transformais 500 kg, je n'en vendais que 200. Qu'est-ce que je fais des 300 restants? Donc il y a un surcoût. Il y a un surcoût qui a été pris dans cette recherche variétale. Donc c'est des choses qu'on peut croiser. Et on ne s'interdit pas dans le futur de le refaire. Faut, dans notre programme de recherche, simplement et là on parle de dans 5 à 10 ans, de qu'est-ce qu'on va pouvoir sortir de différent de ce qu'on a aujourd'hui. Est-ce que il y a tu parlais du P19 là, est-ce que du coup il y a une variété dans tous les expérimentaux qui ont été testés qui approche de la maturité et qu'on pourrait voir arriver de manière commerciale, alors je veux dire prochainement, mais du coup prochainement à l'échelle d'une nouvelle variété de houblon, peut-être dans les 5, 10 prochaines années? Alors on a P14-8 qui va être très prochainement qui est déposé, qui va trouver son nom. Et tu m'excuses Alex, je garde encore un peu de suspense. Je peux comprendre. Et sinon, j'ai, que je me trompe pas, P15-6, qui je lance un appel d'ailleurs si tu as des gens qui veulent tester du houblon. Il est récolté et séché, P15-6. L'agriculteur qui l'a en test, on est très content, et puis on aimerait savoir ce qu'il a dans le gilet. Ok. En cône. Ok. Et je serais ravi de travailler à recueillir les impressions de brasseurs amateurs ou de brasseurs professionnels sur leur utilisation de ce houblon. Je ne promets pas que c'est une matraque aromatique, mais j'aimerais bien qu'on découvre ensemble un peu plus loin que ce que je dispose en analyse d'arôme, ce qu'il peut apporter. Ok. Actuellement, donc, sur les
variétés nouvelles, on va dire, de Hop France. On citait du coup les 5 variétés qui sont le Barbe Rouge, Triskel, l'Aramis, l'Elixir et le Mistral. Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux nous donner un peu leurs caractéristiques à chacun? L'idée de Hop France sur ces variétés est d'apporter une palette aromatique et donc des solutions au brasseur quand il veut faire une recette. Donc j'ai à chaque fois un houblon qui va être à la fois proche parce que c'est le même terroir, c'est une génétique commune partagée de par la résistance naturelle de chacune de ces variétés et donc des arômes différents. On est sur un terroir qui reste continental, donc j'ai nécessairement une base épicée sur ces houblons. On reconnaît certaines qualités, notamment du haut myrcène là-dessus, qui est une huile du houblon. Et après, je vais essayer d'avoir un aramis soit qui est très épicé, avec parfois une tête herbacée et un fond boisé. On lui connaît aussi certains arômes agrumes. J'y reviens après sur l'utilisation, notamment à froid, d'aramis. On va avoir Barbe Rouge qui a un cœur fruits rouges. Et ce cœur fruits rouges, c'est la croix de votre serviteur parce que c'est un arôme dans la bière qui est difficile à garder et qui, une fois qu'il est gardé, reste, si ce n'est fugace, il est assez discret. C'est l'apanage des baies et des fruits rouges. Et ce Barbe Rouge a donc un fond, lui, herbacé. Et c'est un houblon assez délicat. On a rêvé que Barbe Rouge soit un houblon à IPA. Je pense que c'est un houblon à IPA, mais en appui pour arrondir certains angles et rendre plus agréable la bombe fruitée que vous avez, en utilisant donc du coup Barbe Rouge pour arrondir les angles. Ce qu'il partage avec Aramis, c'est qu'on a des franches notes d'orange qui peuvent du coup se dégager en houblonnage à froid. C'est en ça qu'il va être proche d'Aramis alors que ils sont pas franchement au premier abord pareils. Ce qui me fait un pont vers la dernière variété qu'on a commercialisée en 2019, Elixir, qui lui est un houblon très prononcé, très huileux, avec une grande part d'inconnu à froid encore, qu'on s'attelle à défricher. Et pourquoi c'est un pont? Parce que Elixir a comme première note, on est sur des agrumes et de l'orange notamment, ce qui partage avec les deux autres variétés à froid. Et Elixir à chaud donne cet orange, et après on a ce fond floral et boisé qui le rend assez puissant. Bien qu'il soit rond en bouche, on va être sur un houblon assez marqué. On a ensuite Mistral, dont on a évoqué avant, qui est plus sur qui est un peu, pour moi, assez pratique. On va être sur des alphas plutôt corrects, autour de 7-8. Pardon, 6,5, 7,5. Et un houblon plutôt fruité et doux, du melon, du litchi, quelque chose de doux en bouche, avec quelques notes de fruits passion. J'ai longtemps hésité avec la mangue, mais c'est bien de la passion. Et avec un nez floral, il y a une partie plutôt géraniol assez prononcée, un aspect rose. Donc c'est un houblon plutôt délicat en aromatique et qui a par contre une amertume très tranchée. C'est pour ça que il est un peu 4-4. Très très sympa à travailler. On a également... Alors je vais parler de Schwesalspalt, c'est un des houblons les au plus bas alpha du monde chez nous, parce qu'en Alsace il est autour de 2%, et quand dans les Flandres il y a une exploitation, je crois qu'il y en a qui fait plutôt 4-5%, avec un profil qui est vraiment différent. À comparer deux terroirs, c'est très marrant de voir cette différence sur une même variété dans un même pays, mais c'est là qu'on a l'aspect terroir prend tout son sens. On est sur un houblon qui est là pour apporter des notes houblonnées, légères, et pas prendre le pas du tout. Et donc ça accompagne particulièrement bien sur des bières de lager.
c'est un houblon qui va accompagner particulièrement bien les lagers, qui va permettre à la bière de garder un équilibre entre les ingrédients. Et aux notes donc légèrement florales et herbacées, avec toujours ce cœur épicé. Et enfin, on a Triskel, que j'ai désigné comme le meilleur second rôle de notre portefeuille variétal. C'est-à-dire qu'en single hop, c'est compliqué de le faire parler. Par contre, il est là pour apporter à chaud des notes plutôt sèches, herbacées et florales. Utilisé à froid. On va être sur un houblon plutôt rond et qui apporte des notes de caramel, des notes de toffee, donc qui va apporter de la richesse. Et dans les deux cas, ça devient un soutien aromatique à d'autres ingrédients ou à d'autres variétés. Ok. En dehors, attends, avant de passer à la suite, justement, est-ce que du coup, de manière globale, tu penses qu'il y a une caractéristique dominante au houblon français ? Par exemple, une French touch que pourraient nous reconnaître, je sais pas, des brasseries étrangères si jamais elles veulent travailler le houblon français. Alors je pense que je sais bien parler, c'est vous qui me dites si je sais bien en parler des houblons alsaciens, j'espère en tout cas, qu'on a un cœur épicé. Et on va aller après sur des aspects floraux et qui sont assez délicats aussi, floraux et fruités. On est sur une certaine douceur. Le terroir des Flandres est assez différent, plus épicé, plus herbacé. Et ce qui va être très intéressant dans les tout prochains temps, c'est de se tenir au courant des sorties. Des sorties, pourquoi ? Parce que la France, avec l'émergence de plusieurs acteurs, et notamment en production de houblon à travers toute la France, on a structuré, et les besoins des brasseries d'avancer sur l'ingrédient houblon. Les différents acteurs français sont structurés dans d'un truc très français qu'on appelle des interprofessions. Ça joint l'agriculture au marché et à ses transformateurs. Et donc, on va comparer les différents terroirs à variété égale, savoir ce qu'un peu apporte un houblon du sud-ouest, un houblon de Bretagne, de Normandie, de Rhône-Alpes, et de l'Île-de-France, de toutes les régions françaises, et de savoir un peu quelle est la typicité d'un houblon français. Tu comprendras que c'est, dans le temps du houblon, c'est relativement récent. On va être autour de 2017 pour les pionniers dans les nouvelles régions. Et donc, du coup, on est là aujourd'hui avec depuis 3 ans, on est sur les premières exploitations matures et l'essentiel arrive vraiment à maturité là tout de suite maintenant. D'accord. Donc, on va devoir comparer tout un tas de terroirs différents et de variétés différentes. Et pour les comparer, on parle notamment des cônes. De l'aspect sanitaire, je veux dire la qualité de culture, et puis après il faut arriver à transformer ce houblon pour qu'il soit utilisable en brasserie et comparé. Et je pense que là on a de belles années à observer ce qui se passe en France sur le houblon. On espère les brasseries françaises réactives là-dessus. Je rebondis un peu sur on parlait de nouvelles variétés, du développement que ça impose. Mais on voit aussi arriver dans le monde, notamment de la microbrasserie, en plus de ces nouvelles variétés de houblon, arriver ce que j'appellerais des nouvelles technologies, avec notamment des houblons sous différentes formes. On voit le cryo, le frozen fresh hops, le spectrum, l'incognito, ce genre de choses. Est-ce que c'est... chez Hop France, vous vous intéressez à ce type de nouvelles technologies ? Est-ce qu'on va peut-être voir, je sais pas, un jour arriver du Elixir Spectrum ou du Mistral Cryo, j'en sais rien. Avant de faire la promo, je vais effectivement la pelletisation et l'extraction sous forme CO2, donc sous forme de résine. On avait ça pendant une vingtaine d'années en Alsace, et puis on a fermé les portes en 2007 avec la crise du houblon, et on a réouvert il y a un peu plus de
2 ans maintenant, donc une pelletisation T90 en France. Et c'est un savoir-faire qu'il faut déjà appréhender. Donc, et dont parce qu'il suffit pas de réduire en poussière pour avoir le même houblon qu'on a en cône, en pellet. Il faut arriver à bien le faire. Et bien également le conditionner. Tu parles de solutions qui existent dans le monde houblonnier, très liées aux nouveaux besoins de la brasserie, qui est du houblonnage aromatique ou du houblonnage amérisant d'ailleurs aussi, à chaud, à froid, pour à la fois répondre aux nouvelles pratiques, mais également à des tailles diverses. On a aujourd'hui sur le marché du houblon des solutions pour toute taille de brasserie. Et c'est par exemple, il y a des tas de brasseries à une certaine échelle, ça vaut pas le coup d'avoir une centrifugeuse. Enfin, ça vaut pas le coup. Ça prend des années avant de pouvoir se permettre d'avoir une centrifugeuse. Il y a différents investissements à réaliser en amont, et la centrifugeuse, c'est de façon à séparer des solides des liquides, et c'est aussi un gain de qualité. Je parle de ça pourquoi ? Parce que quand on met à froid du houblon, notamment en pellet, dans son fermenteur, il faut séparer ce houblon avant qu'il soit conditionné dans la bière. Sinon ça pose tout un tas de problèmes, et ça peut aller jusqu'à créer des hop creep avec des vraies grenades selon les conditions de stockage. Chez Hop France, ces nouveaux produits sont développés par les acteurs majeurs, les leaders mondiaux du houblon. Il y a quelques entreprises de négoce ou coopérateurs négociants qui font ça. Tu as cité des Américains, tu as cité des produits également allemands. C'est surtout sur la gamme craft qu'on voit apparaître ça. Ça demande, tout comme la recherche variétale, un croisement de compétences assez fort dans des pays où où cette agriculture est reconnue, on va dire, et où on s'y intéresse. En France, je pense qu'on a pas mal de compétences, mais on n'oriente pas nécessairement la recherche globalement sur le houblon. Et donc, ces nouveaux produits, à ce jour, restent brevetés par les acteurs, les leaders du houblon dans le monde. Un brevet soit par de fait parce qu'il y a une innovation dans la façon de transformer le houblon et d'en extraire la sacro-sainte lupuline, ou une protection parce que c'est comme un ingrédient secret, enfin une forme de houblon un peu secrète de transformation, bien qu'elles puissent être 100% naturelles. Et c'est là que je passe à la partie promo. Donc Elixir est disponible en Spectrum auprès de comptoir-houblon.fr ou Hop France, qui est comptoir-houblon, c'est notre site internet. Et ça nous permet on sait déjà que les variétés Mistral, Barbe Rouge et Elixir ça fonctionne en Spectrum. Il se peut que la variété ne donne pas grand chose. Et donc ça offre une corde supplémentaire parce que Spectrum, c'est un produit de Bartas, et ils nous ont permis d'avoir accès à cette recherche, cette technologie, de par certains de nos accords, notamment de distribution en Amérique. Donc ils y trouvé leur compte, et on a commencé les essais cette année sur ces produits, et puis certaines brasseries en ont déjà testé, et voilà, c'est des choses qui sont. Ok. Justement, tu parlais de la distribution américaine via Bartas. J'ai une question sur, de manière générale, qui sont les clients de Hop France ? Est-ce que vous travaillez plutôt justement avec des microbrasseries, ou est-ce que ça reste quand même une grosse part chez des industriels ou des plus gros faiseurs, on va dire ?
Du fait de notre histoire qui est, je vais pas la refaire, mais qui peut être, qui était très, pas tout à fait monoclient, mais quand même, et très, du coup, localement, géographiquement ciblé, et d'un autre côté, de monoproduit avec une seule variété, à peu de choses près. On a, depuis 2010, travaillé à redresser une filière qui était très très mal partie, à conserver le savoir-faire de la culture du houblon, à transmettre ce que nous savons sur le houblon et ce qu'on ne sait pas également. Il y a des tas de choses qui petits comme grands et très grands planteurs, il y a des questionnements qui apparaissent à chaque fois parce qu'il faut réagir avec la nature. Donc aujourd'hui, on travaille commercialement, du coup. On va travailler avec microbrasserie. Donc quand je dis microbrasserie, c'est des contrats sur plusieurs années. Pourquoi plusieurs années? Parce que c'est une question de durabilité de filière par rapport à une culture particulière. Avec des brasseries de 10 hectolitres à l'année, jusqu'à notre plus gros et important client qui est Cronenbourg, qui va faire quelques millions d'hectolitres en France. Ça, c'est pour la partie volume de brasserie, donc on s'adresse à tout le monde, avec une gamme diversifiée de variétés, et à présent des solutions qui dépassent simplement les cônes, les pelles et les extraits, avec le produit dont on a parlé avant. Et de façon géographique, on a une tradition d'export également qu'on a hérité. Aussi face à un marché français qui n'était pas très gourmand en houblon et qu'on connaît aujourd'hui, et donc on a totalement aussi changé ça. On est plutôt sur 50 à 60% de vente en France, et le reste à l'export. Comment exporter quand on a 2 commerciaux? Eh bien, on va faire appel à justement des partenariats auprès de distributeurs, donc des personnes qui connaissent suffisamment le houblon, qui est c'est une composante incontournable de la bière, mais l'usage et les variétés sont très diverses, donc il faut connaître le houblon, savoir comment acheter, comment vendre, qui est un métier en soi, et qui connaît également le marché local. Donc c'est des gens qui vont faire la promotion des variétés qu'on a citées avant, Aramis, Barbe Rouge, etc. Désolé pour les jalousies. Et les promotionner sur c'est des distributeurs géographiques. Donc ils ont une zone géographique qui leur est définie et il ne faut pas qu'ils en sortent. Donc on a un distributeur au Canada. On a cité Bartas, donc je vais le reciter. On a un distributeur, c'est eux qui vont nous faire la distribution sur les US et toute l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, pardon, avec d'autres sous-distributeurs locaux en fonction de eux, leurs accords. On va travailler aussi avec des agents dans certains pays, je pense au Benelux. Donc on va avoir un peu un hybride entre l'agent et un distributeur. Ça dépend notamment de la taille de brasserie. On ne s'adresse pas à la brasserie des Roseaux comme on s'adresse à la brasserie d'Orval, par exemple. Et puis après, il y a d'autres pays où on va également jouer avec le dynamisme. On a ouvert récemment au Brésil, donc du coup, au Brésil, au Vietnam. On a un distributeur au Japon. Et qui fait un super boulot parce que travailler avec des Japonais, ça prend du temps, le temps de se faire confiance, que la variété convainque, les variétés convainquent, et de notre sérieux aussi, et ça pose également un cadre légal contraignant, que ce soit aux US ou au Japon, ils n'ont pas tout à fait les mêmes règles que nous sur la culture, donc c'est aussi une capacité qu'a Hop-France à savoir s'adapter en fonction en culture, de savoir adapter les réponses qu'on va donner durant la saison pour pouvoir livrer ces pays en contrat. Donc on a une multitude de tailles de brasseries, on a une multitude de pays, et on a plusieurs variétés. Donc comment Hop-France a répondu au marché qui lui a une recherche depuis les années 60,
Comment on répond à cette forte concurrence. Il y a du volume en face, il y a une guerre de prix, on va dire, en fonction des évolutions du marché. Comment on a répondu également à la renaissance des brasseries françaises, c'est en étant réactif sur les variétés, sur les conseils qu'on peut donner et sur les produits auxquels on va proposer. Tu parlais du coup de cet export à l'international, tu as évoqué le continent ou les continents américains, tu as évoqué le Japon. Est-ce que tu peux nous dire un peu les retours ou ce que pensent les brasseurs de ces pays exotiques à nos yeux, de vos houblons? Oui, bien sûr. C'est ce qui j'ai en tête ce que dit Peter Darby, qui est son métier, c'est de croiser les houblons. C'est un Anglais que je salue et que je sais qu'il écoutera Siroto le houblon, même s'il n'est pas francophone, qui part bientôt en retraite. Il a quelques publications à son actif et il dit mais quand les commerciaux, votre serviteur lui dit Peter, là il nous faut une variété qui déchausse les dents, une bombe fruitée, il me dit mais Philippe, pourquoi tu veux cette variété? Vous avez votre signature. Et ce qui fait que vous existez, ce que vous existerez, c'est que vous avez votre propre signature et que vous ne copiez pas les autres. Bon, c'est une parole sage à laquelle je ne sais pas répondre. Et du coup, le parallèle se fait aussi avec les brasseurs qu'on va trouver dans ces pays-là. C'est-à-dire qu'ils viennent chercher en France ce qu'ils ne trouvent pas dans leur pays. C'est une signature de profil qui fait que Aramis est utilisé dans des pils américaines. Parce qu'il a sa signature et sa forme de puissance. Si j'utilisais une autre variété endémique locale, il n'y aurait pas la même identité. Et on sait que dans la bière, le houblon, c'est une grande partie de l'identité de cette bière, la grande partie de cette âme. Et du coup, je voulais un peu conclure sur une dernière question qui était plutôt pour mes auditeurs qui veulent du coup découvrir cette palette de houblons français, leurs caractéristiques. Est-ce que tu as en tête des références de bières qu'on peut trouver en France qui les mettent particulièrement en valeur? On n'est pas sur on a passé les modes de single hop, donc c'est un peu délicat de les trouver. On a beaucoup de brasseries et j'aime pas trop faire de citer l'une et pas l'autre. Bon, citer quelques-unes, 4-5 comme ça, tu limites les jaloux. Je vais commencer par les internationales parce que je suis presque sûr que vous les trouvez. On va travailler avec Westmalle, on va travailler sur une bière avec Rochefort, on va travailler avec Orval. C'est des belles références. C'est des beaux noms, on travaille depuis des années avec certaines d'entre elles. En France, et là, il faut vraiment pas être... vous savez que je peux pas toutes les citer parce que j'ai tendance à dire qu'on travaille avec tout le monde ou quasiment tout le monde. On a la brasserie du Mont-Hardy qui fait une superbe bière avec Triskel et Mistral. On va avoir à Paris des Quais de Nuit qui travaillent en bio. Et c'est depuis longtemps qu'on travaille avec eux. On a évidemment des acteurs un peu plus importants, Pietra, Goudal, les 3 grandes brasseries de Bretagne, du coup Coref et Lancelot aussi. En Alsace, vous connaissez certainement les géants verts et géants rouges, verts plus pour très longtemps, en Alsace en tout cas. Qui ose aussi l'innovation produit. On va avoir la brasserie Météor aussi avec une superbe pils. En Rhône-Alpes, on va avoir Ninkasi, Brasseur Savoyard. Et là-dessus, il faut que je rende hommage à notre premier client à Haute-France, qui est la microbrasserie française. Donc des brasseries de 10 hectolitres jusqu'à 30 ou 40 000 hectos. C'est sûr que c'est un petit grand écart. Et qui est... on parle de nom de brasserie, mais après, en termes c'est notre
si on met toutes ces brasseries ensemble en France, c'est eux le premier client et c'est très stimulant pour nous de se dire, de comprendre ce que demande le marché français, où est-ce qu'il va et qu'est-ce qu'il veut. Et comment nous, en quelle mesure on peut répondre à une partie des attentes des brasseries. Je me permettrais peut-être juste de rajouter une référence de bière. Oui, tu as cité plein de brasseries, mais on n'a pas vraiment parlé de références particulières qui permettent de découvrir le houblon. Tu as parlé de la Nova chez Mohardy. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais en tête aussi la New French IPA de Cambier, qui met en avant Mistral, Barbe Rouge et Elixir. Donc on a quand même 3 des 5 variétés nouvelles de France actuellement. Et ça me fait juste rebondir sur une petite question à côté. Est-ce que tu penses que du coup ces variétés-là sont adaptées particulièrement à ces bières houblonnées modernes, ces IPA modernes, ou est-ce que Cambier a fait quelque chose d'un peu oui, alors je vais compléter, du coup j'ai dit la Pils de Météor, je vais te dire donc la brune de Savoyard, je vais te dire la Pils de la Parisienne à Paris, je vais te dire la brasserie Perle qui fait de la nature avec du Mistral, la brasserie Perle qui fait avec Elixir, qui nous a permis aussi de mettre un pied à l'étrier. Je ne veux pas du coup oublier la brasserie, plein de brasseries avec lesquelles on travaille, mais la brasserie Bendorf qui était partie sur des bières franchement houblonnées américaines et qui a choisi, elle, dans sa stratégie de repartir sur des ventes sur le secteur local, était une microbrasserie régionale et donc qui va utiliser pas mal de fûts, qui va utiliser des houblons, des ingrédients locaux dont nous houblons, avec un vrai travail de recherche. Pourquoi j'utilise ces références? Il y en a plein d'autres, hein, après désolé pour les autres. C'est un vrai questionnement. Je prolonge un peu ta question. C'est un vrai questionnement sur je suis français, qu'est-ce que mes ingrédients locaux, comment je mets en valeur les ingrédients locaux, sachant que peut-être que demain je vais avoir du mal à importer d'autres houblons qui sont par ailleurs, ces houblons sont vraiment il y a des tas de variétés que je trouve cool dans le monde, cool et hyper expressives et dont ils ont une propre signature et n'ont pas leur pareil. Comment les brasseries françaises arrivent à imposer leur style avec les ingrédients qu'ils ont chez eux. Les Américains l'ont fait, les Allemands achètent allemand, et comment les brasseries... C'est un peu la vague post-Covid aussi, même s'il y avait des pionniers là-dessus, de la toute première nouvelle vague française. Comment j'arrive à être dans le marché des bières houblonnées avec des houblons français qui ne sont pas nécessairement évidemment marqués soit dans les livres de recettes, soit marqués sur la canette qui a traversé, qui a fait des kilomètres et des kilomètres. Et c'est un questionnement de concepteurs de bière qui, moi je trouve ça hyper passionnant d'arriver à avoir un produit qui claque avec des ingrédients locaux. Très bien. Moi j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais prévu en termes de questions. Je sais pas si toi il y a un point que j'aurais oublié, que tu voulais absolument évoquer. Alex, je pense qu'on a fait, on a bien œuvré et ce qui est important, c'est que aujourd'hui la bière française, elle soit solidaire entre elles et solidaire avec l'ensemble de la filière. La filière houblon, moi je la vois toujours entre des producteurs et des brasseries et des consommateurs. Donc il faut que qu'à la fois les consommateurs comprennent ce qu'ils ont sous la main, que les gens qui leur vendent cette bière comprennent le produit bière, que les brasseries s'intéressent à houblon qu'ils vont utiliser à travers la France. Et ça, je trouve vachement important. Et, je suis, à titre personnel toujours, j'essaie toujours de répondre à un max de questions je vais dire monsieur tout le monde ou madame tout le monde, et parce que il y a dans la mesure du possible, on peut pas être partout, mais dans la mesure du possible, et c'est de ces questionnements que naissent les beaux partenariats de demain. Très bien. Merci beaucoup Philippe pour le temps que tu m'as accordé et pour toutes ces belles explications.
Ça faisait longtemps que je voulais faire un épisode sur le houblon. Alors en plus là, sur le houblon français, je trouve ça encore plus intéressant. Et voilà, je vous dis à bientôt pour tous mes auditeurs et au revoir. Merci beaucoup Philippe. Merci Alex, et puis sirotons le houblon. Ouais, merci.